Salut à tous, en espérant que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on vous livre une plongée dans les coulisses obscures de ce qu'on appelle désormais la fête de Zul Islam. Après des semaines de fouilles, d'analyses croisées et de vérifications minutieuses, on a enfin réussi à reconstituer les étapes exactes de cette affaire aussi trouble que médiatisée. Hier encore, les réseaux sociaux bouillonnaient de suppositions, de ragots et de fuites non confirmées évoquant l'arrestation de Julama, soi-disant présenté devant l'implacable tribunal de Dal Baïda, un lieu tristement célèbre pour son intransigeance, son austérité judiciaire et son obéissance docile aux volontés du régime Tebboune. Petite parenthèse personnelle, c'est là même qu'on m'a gracieusement infligé une condamnation à mort en octobre 2022. Oui, vous avez bien entendu. Alors, si vous cherchez une image nette de ce que signifie être broyé par une machine judiciaire corrompue, vous l'avez sous les yeux. Ce tribunal, c'est l'incarnation pure de la perfidie d'État, utilisée avec zèle pour écraser toute voix qui ose déranger, questionner ou simplement exister en dehors de la ligne officielle. Alors, où est la vérité dans tout ça? Où commence la rumeur? Où s'arrête le réel? Une chose est sûre, Juslama est aujourd'hui derrière les barreaux. Mais quant à savoir s'il y a mis les pieds hier ou bien avant, silence radio. D'après nos recoupements, ce n'est pas d'hier que les murs de sa cellule l'ont vu passer. L'arrestation ne s'est pas faite dans un poste de police classique, ni dans les locaux de la brigade de Bab el-Oued. Non, il a été embarqué en toute discrétion par des civils appartenant au service de renseignements généraux. Des agents liés à la DGSN, cette même police nationale qui, rappelons-le, agit sous les ordres directs de la présidence. Et ce n'est pas faute d'avoir creusé. Plusieurs services de sécurité ont eu leur croc dans l'affaire, chacun menant sa propre enquête comme s'il poursuivait un espion d'envergure mondiale. Après des jours de garde à vue, Juslama n'a pas été libéré, mais transféré. Repris, absorbé par la machine policière, dans des conditions encore floues aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est qu'il est devenu un dossier d'État, examiné, retourné, disséqué. Pourquoi? Parce qu'il a eu l'audace de critiquer un projet divinisé par le chef de l'État. Car dans le monde de Tebboune, contester une idée présidentielle, surtout une comme Rajbet érigée en totem sacré de l'avenir national, revient à signer son arrêt de mort politique. Un simple avis contraire vous transforme en ennemi de la nation. Dans la logique paranoïaque du régime, vous devenez aussitôt un espion, un agent dormant à la solde d'une force étrangère, voire le cerveau d'un complot international. Tout ça pour avoir dit « ce projet pose question ». Dans la tête de Tebboune, la contradiction c'est un virus. Il n'a pas les anticorps pour y faire face. L'opposition, c'est une hérésie. Contester ses décisions, inconcevable. S'opposer à sa volonté revient à défier l'ordre cosmique. Ce président-là ne se voit pas comme un simple élu du peuple. Non, il se prend pour le guide suprême, l'envoyé de Dieu, chargé de mener le glorieux projet de Rajbet, comme Moïse menait son peuple vers la terre promise. Alors forcément, ceux qui osent émettre la moindre critique ne peuvent, selon lui, qu'être manipulés par des mains invisibles venues d'au-delà des frontières. Pas de place pour le débat, toute contradiction devient trahison, toute critique une preuve d'allégeance à des puissances ennemies. Et puisque la foi présidentielle ne tolère ni doute ni nuance, le palais d'El Mouradia s'est mis en branle. Le chef de cabinet, véritable bras droit du souverain, a décroché son téléphone, appelé la DGSN et ordonné la création pure et simple d'un dossier sur mesure. Un dossier cousu de fil blanc, avec une consigne limpide. Enfermez-le, c'est un ordre venu d'en haut. Ce n'est pas une enquête, c'est un scénario. Le script, accusation écrite à l'avance, preuve optionnelle, résultat garanti, mise sous mandat de dépôt immédiate. La présomption d'innocence, jetée aux oubliettes. Quand le pouvoir veut faire taire, il ne s'embarrasse pas de fioritures judiciaires. Juslama, lui, n'a pas connu les bancs classiques des commissariats de quartier. Non, sa garde à vue s'est déroulée dans un endroit autrement plus prestigieux. La caserne de Soula, rebaptisée pompeusement Centre national de lutte contre les crimes organisés. En réalité, c'est un repère sécuritaire taillé sur mesure pour les coups tordus et les mises au pas express. Ce centre, on en a déjà parlé plusieurs fois sur Adjeripart.
Son inauguration remonte à octobre 2021, à l'époque bénie, ou plutôt cauchemardesque, où l'effrayant Finn Benchir tenait d'une main de fer les rênes de la police algérienne. C'est sous sa houlette que cet organe, censé traquer le crime organisé, est devenu une arme politique redoutable. Et ce n'était pas un simple outil sécuritaire. Non, c'était une pièce maîtresse dans la guerre des clans. Il rivalisait frontalement avec la redoutable Kazan Anar, et dans les coulisses du pouvoir, une véritable lutte intestine éclatait entre ce service et la DGSN, alors dirigée par Faris Bennik, sans oublier la DGSI, ce mastodonte du renseignement intérieur aux ordres du tout-puissant Nazar. Une joyeuse pagaille entre factions où chacun voulait être le bras armé préféré du régime. Petite précision, histoire de bien remettre les pendules à l'heure, le nom officiel, c'est SCLCO. Autrement dit, Service central de lutte contre le crime organisé. Pas un organe, mais bien un service, nuance bureaucratique certes, mais très cher aux initiés. Ce centre a vu le jour en octobre 2021 grâce à l'acharnement de Zinedine Bir, un homme aussi discret qu'ambitieux qui a su vendre son idée comme un génie du marketing. Et pour convaincre le grand Tebboune ? Facile. Il lui a promis une police taillée sur mesure, loyale jusqu'à l'os, une machine sécuritaire entièrement au service du clan présidentiel. Le tout emballé dans un bel emballage à la française, puisqu'il s'est largement inspiré de l'Office central de lutte contre le crime organisé en France. Copier-coller institutionnel, validé par le palais présidentiel. Mais derrière cette façade moderne, l'enjeu était clair. Créer une structure capable de rivaliser avec la mythique caserne Antar. Même mission, même champ d'action. Corruption massive, réseau mafieux, contrebande, trafic de devises, tout y passe, sauf le contre-espionnage. Un privilège jalousement gardé par Antar. Et encore, Bir avait l'ambition secrète de tout fusionner. Transformer la DGSN en une super agence de renseignement, façon DGSI à la française. Tous réunis sous la bannière du ministère de l'Intérieur. Bref, à la fin de la garde à vue de Jules Lama, c'est ce fameux SCLCO qui a repris la main. Ils ont enquêté, enfin, façon de parler. Le dossier, vierge comme une page blanche. Rien. Nada. Aucun élément sérieux. Mais ils ont quand même déroulé le scénario. Parce qu'une accusation sans preuve, ça reste un outil politique puissant. Et en Algérie, c'est souvent tout ce dont on a besoin. Si on devait trouver un lien entre lui et l'étranger, ce serait une racine familiale lointaine. Rien de plus. Son seul crime international, avoir des ancêtres marocains. Comme des millions d'Algériens d'ailleurs. Avec un voisinage aussi ancien et une histoire commune aussi dense, ce brassage est une évidence géographique autant qu'historique. Des deux côtés de la frontière, les familles sont entremêlées depuis des générations. Cousins ici, oncles là-bas, grands-parents d'un côté, petits-enfants de l'autre. Ça s'appelle la réalité maghrébine. Allez faire un tour de Oujda à Tanger en passant par Tétouan. Vous croiserez des milliers de Marocains avec un grand-père algérien ou une tante née à Oran. Et inversement, du côté algérien, la carte génétique déborde de racines marocaines, héritage d'une histoire partagée, bien avant qu'on commence à construire des murs invisibles. Et pourtant, c'est tout ce qu'ils ont contre lui, rien d'autre. Et je vous mets au défi, oui, je les défie ouvertement, de sortir ne serait-ce qu'un début de preuve. Car s'il avait vraiment eu la moindre connexion avec Rabat, s'il avait glissé un mot, échangé un message, partagé un café avec un confrère marocain ou répondu à un tweet d'un lobby, vous croyez franchement que la machine médiatique de Tebboune serait restée muette? La vérité, c'est qu'ils n'ont rien. Absolument rien. Sinon, la presse pro-régime se serait déjà déchaînée comme elle l'a fait avec d'autres opposants, l'accusant de tous les maux, le traînant dans la boue à coups de gros titres vengeurs. Mais là, silence radio. Et ce silence dit tout. S'ils avaient eu le moindre début de preuve contre lui, croyez-moi, le spectacle aurait été grandiose. Toute la propagande d'État se serait mise en branle. Déploiement massif des chaînes nationales, mobilisation générale de Chouar Biled, Al24 News et consorts. Il nous aurait servi Jules Lama à toutes les sauces. Le traître suprême, l'ennemi de la patrie, celui qui osait saboter le projet sacré de Raj Bilal, ce chef-d'œuvre du régime soi-disant béni par le ciel. Mais voilà, le problème c'est qu'ils n'ont rien, absolument rien.
Pas la moindre preuve, pas même une miette. C'est pourquoi c'est la police nationale, fidèle exécutante des ordres venus d'en haut, qui s'est chargée de clôturer le dossier. Et pourquoi elle? Parce qu'elle dépend directement de la présidence. Contrairement à d'autres services sécuritaires qui gardent encore quelques liens avec l'armée, la DGSN, elle, répond au doigt et à l'œil à la présidence via le ministère de l'Intérieur. Depuis l'époque de Zinedine Bir, les passerelles entre la DGSN et le fameux service central de Saoula sont solides. Et Ali Badawi, le patron actuel, est bien plus aligné avec les ordres d'Abdoun que ses homologues militaires. En somme, on a confié le sale boulot à ceux qui obéissent sans poser de questions. Donc, pour le cabinet présidentiel, c'était plié. Pour aller vite, frapper fort et éviter toute fuite incontrôlée, il suffisait d'utiliser la DGSN comme bras armé. Ils ont transporté Djouslama à Saoula, officiellement pour enquête. Officieusement, pour lui coller une affaire montée de toutes pièces. Pas d'investigation réelle, juste une mise en scène. Ils ont bricolé un dossier vide pour l'accuser de collusion avec une puissance étrangère. Le seul argument, il serait de jeune Marocaine. Oui, vous avez bien lu. C'est tout. Aucun lien diplomatique, aucun contact, aucune preuve. Et moi, ici et maintenant, je lance un défi clair. À la DGSN, à la présidence, au gouvernement algérien, apportez une seule preuve qu'il est pro-Maroc ou agent marocain. Une seule, et je serai le premier à le condamner publiquement. Sinon qu'on arrête cette mascarade. Des preuves, il n'y en a pas. Et s'ils en avaient eu, ne serait-ce qu'un fragment, ils se seraient rués dessus. C'est pas leur genre de garder ça sous le tapis. Ils l'ont bien fait contre le MAC, contre Rached, contre Algérie Part, contre toute voix un peu trop libre, qu'elle soit locale ou exilée. Ils ont déjà balancé des captures d'écran Facebook, des échanges ridicules, des conversations sorties de leur contexte, tout ce qui pouvait salir. Alors imaginez s'ils avaient eu la moindre trace. Un texto, un commentaire suspect, une rencontre douteuse, un tweet ambigu, n'importe quoi pour éclabousser la réputation de Djouslama. Mais non, rien, nada. Ce gars est irréprochable. Et je le répète encore, propre, impeccable. C'est un économiste sérieux, à la tête d'un cabinet de conseil à Alger, en lien avec les entreprises du pays, celles qui font tourner l'économie locale. Il collabore aussi avec quelques boîtes étrangères, oui, mais aucun rapport avec le Maroc. Connu des milieux d'affaires, reconnu par l'État, sollicité comme expert sur de nombreux projets, même dans les chemins de fer. Il l'a dit lui-même sur Hayat TV, et ce depuis des années. Il est sur le terrain, il parle, il écrit, il agit publiquement depuis au moins 2020. Et il ne passe pas inaperçu. Les services de sécurité le connaissent très bien. Le monde économique aussi. C'est un pur produit du tissu algérien. Formé ici, actif ici, enraciné ici. Un financier aguerri, un technicien de l'économie locale. Je le dis et je le redirai autant de fois qu'il le faudra, même si à la présidence ou à la DGSN, certains grincent des dents en m'écoutant. Montrez-moi une preuve. Juste une. Si l'Algérie avait vraiment coffré un espion marocain infiltré pour faire exploser Raj Billet, vous croyez qu'il l'aurait planqué? Pas une seconde. Pour bien moins que ça, ils ont pondu des vidéos de propagande. En 2023, ils ont arrêté un simple consultant qui avait osé parler avec des lanceurs d'alerte. Résultat, transformé en menace publique, accusé d'être l'élément d'un réseau dirigé depuis l'étranger pour saboter l'économie nationale. Du grand cinéma. Et là, on voudrait nous faire croire qu'ils ont capturé le traître suprême. En silence? Franchement? S'ils avaient eu entre les mains la moindre preuve solide et crédible contre Amara, vous pouvez être sûr qu'elle aurait déjà été diffusée en boucle sur tous les écrans. On aurait eu droit à un feuilleton médiatique version DGSN, avec gros titres, reportages exclusifs et indignation nationale orchestrée. Mais non. Ce qu'on a eu, c'est un silence gêné. Pourquoi? Parce que rien ne tient debout. Résultat, pression maximale sur la DGSN. Ali Badawi, faut être honnête, ce n'est ni un Zinedine Benchik, ni un héros du peuple. C'est un exécutant. Il ne s'oppose pas, il l'exécute. Dans cette affaire, il n'a même pas eu à prendre position. On ne l'a même pas consulté. Il a juste été mis au courant. C'est tout.
Pourquoi? Parce que la manœuvre s'est jouée au-dessus de sa tête, entre la présidence et le fameux service central de lutte contre le crime organisé. Ce service-là, c'est la ligne directe avec le pouvoir. Il n'a pas besoin de passer par la hiérarchie policière. Il répond à des conseillers présidentiels, certains à peine connus du public, parfois anciens petits journalistes de bas étage ou hommes d'affaires sans envergure sortis de l'ombre par un coup de tampon présidentiel. Et ces hommes-là, sans légitimité ni compétence, se permettent de donner des ordres aux forces de sécurité comme s'ils commandaient une armée. Imaginez la scène. Un conseiller débarque avec la voiture officielle, chauffeur présidentiel inclus, se présente à la caserne, tend une enveloppe et annonce « Voilà l'ordre, voici les instructions ». Et pour finir, un petit coup de fil à Boham, alias le patron invisible, qui répète « Enfermez-le, c'est un ordre du chef ». Et tout le monde obéit. En Algérie version Tebboune, un simple messager peut déclencher une arrestation. Bienvenue dans la République de l'arbitraire. Obéit-il? Même pas besoin de poser la question. En Algérie, l'autorité ne suit pas le protocole, elle suit les raccourcis. Ici, les institutions de la République sont gérées comme une arrière-boutique. Pas de règles écrites, juste des coups de fil, des hochements de tête et des mots chuchotés dans des couloirs sombres. Oui, bien sûr, officiellement, c'est au président ou au ministre de l'Intérieur de donner des instructions à la police. Mais dans la vraie vie? Ce sont les seconds couteaux du pouvoir, conseillers obscurs, sous-directeurs, secrétaires personnels, qui claquent des doigts et font bouger la machine sécuritaire. Tout est informel, tout est flou et surtout, tout est volontairement hors contrôle. Du temps de Bouteflika, au moins, il y avait une façade. Le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, voire son frère Saïd, c'était eux qui prenaient la parole au nom du président. Et même si ça restait opaque, on savait qui tenait les rênes. Aujourd'hui, Boham n'est ni frère ni figure d'État. C'est un simple chef de cabinet, mais il se comporte comme s'il était l'empereur de l'administration. Et c'est ainsi que les institutions algériennes sont devenues des coquilles vides aux mains d'égos surdimensionnés qui utilisent le pouvoir pour régler des comptes personnels et nourrir des vengeances privées. Dans ce feuilleton, le rôle principal, c'est la vengeance. Tebboune voulait la tête d'Amara? Qu'à cela ne tienne. On la lui a servi, bien présentée sur un plateau, version argent ou or selon les goûts du chef. Et c'est Bouham, bras armé de la rancune présidentielle, qui s'est chargé de la sale besogne. À quelle date exacte il a été arrêté? On n'en sait rien. Mais il y a peu de chances que ce soit hier. Cela fait probablement plusieurs jours qu'il est enfermé, passé en douce par le tribunal d'El Harak, connu pour juger les dossiers les plus explosifs. Affaires d'espionnage, terrorisme, subversion. Et pourquoi tout cela dans le plus grand silence? Parce qu'il n'y a rien de concret contre lui. Juste un ordre verbal, transmis en coulisses depuis le palais présidentiel. Pas d'enquête sérieuse, pas de procédure normale. Juste une consigne privée. Enfermez-le. Voilà ce qu'est devenue la justice en Algérie. L'extension directe de la colère d'un homme. Une affaire d'État? Non. Une affaire personnelle. L'État algérien? Pris en otage. Non pas par des terroristes, mais par des égos surdimensionnés. Ce n'est plus une affaire publique, c'est une vendetta privée, téléguidée depuis les couloirs dorés de la présidence. Tout ça pourquoi? Pour punir un économiste. Oui, un simple analyste qui, avec quelques phrases critiques bien placées sur un plateau télé, a eu l'audace de dire ce qu'il pensait du projet Rajbet. Ce n'était pas une insulte, ni une diffamation. Juste une lecture lucide, technique, posée. Mais dans l'Algérie d'aujourd'hui, la nuance est un crime et la pensée indépendante une déclaration de guerre. Alors on enferme, on neutralise. Résultat, un intellectuel se retrouve derrière les barreaux pour avoir osé faire son métier devant une caméra. Le plus absurde, c'est que ce ne sont pas des sous-fifres qui se sont emballés. Non, ce sont les plus hauts gradés, le président lui-même, son directeur de cabinet et son homme de confiance numéro 1. Tous plongés dans une colère noire, mobilisés personnellement dans cette opération de démolition contre un économiste. C'est du jamais vu. Dans l'histoire du régime algérien, quand il y avait vengeance, c'était entre titans. Des luttes internes entre clans puissants, des règlements de compte entre généraux, ministres, hommes d'affaires. Là, ils s'en prennent à un technocrate. C'est comme si un tank tirait sur un moineau. Vous imaginez?
On déploie toute la machine de guerre du pouvoir pour écraser un moustique. Amara, à côté de l'éléphant Abdelaziz Tebboune ou du sanglier Bouaham, c'est une poussière. Il n'a ni la force, ni les réseaux, ni l'influence pour nuire à l'inauguration d'un chemin de fer, encore moins à un régime entier. Il n'a jamais pu ni retourner l'opinion publique, ni entacher le prestige du projet Rajbet. Et pourtant, ils l'ont traité comme s'il était l'instigateur d'un complot international. C'est ça le vrai scandale. Pas politique, pas judiciaire, personnel. Une vendetta digne d'un feuilleton, sauf que là, c'est la vie réelle. Et c'est pathétique.